Oui, j'en arrive maintenant au moment où, en juin 79, je rentre de mon premier terrain. Hein, je rentre avec dans mes bagages le brouillon d'une thèse. Cette thèse, je la soutiens en novembre 79. Et mon directeur de thèse en titre, même s'il l'a dirigé d'assez loin, mais il l'a quand même dirigé, enfin il a quand même vu, enfin supervisé plutôt, c'était Daniel de Copé. Mais Raymond Jamous hein, a joué aussi son rôle. Hein. Daniel de Copé et Raymond Jamous, je les avais connus quand j'avais fait mon DEA. C'est eux qui animaient le séminaire que j'avais suivi, hein, dont je me souviens encore aujourd'hui comme un séminaire éblouissant. Alors, c'est vrai que c'est en ce sens que même s'il n'a pas été mon directeur vraiment, que cette thèse doit à deux influences, à trois influences au fond. Bon, l'influence lévi-straussienne malgré tout, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai retenu du structuralisme au fond. C'est un certain style d'écriture, bon, un certain goût pour les mises en rapport, enfin pour les mises en parallèle, et un style un peu algébrique d'écriture. Bon, il y a un peu ça dans cette thèse. Hein, les choses avancent comme la démonstration d'un théorème. Je sais que j'ai un ami qui est mathématicien qui l'avait lu, qui m'avait dit ah c'est magnifique. Bon. Et effectivement, bon, c'est un livre, et c'est la deuxième influence, il y a mon passé de matheux. Même s'il n'y a pas de calcul, rien du tout, mais c'est vrai que c'est construit avec la rigueur, peut-être un peu la rigidité d'une démonstration d'algèbre. Les choses avancent, bon. Et puis il y a Daniel de Copé, c'est-à-dire que j'avais le souvenir, quand j'écrivais ce livre, de l'éblouissement qu'a été son enseignement, ou son aptitude à mettre en rapport tout avec tout, et je voulais dire dans mon livre que tout se rapporte à tout. Bon. Alors, c'est vrai que les Touaregs m'offraient une matière première qui était quand même pas mal. Dire cette tente qui est en rapport avec le monde, euh, ces femmes qui ont ce rôle si central par rapport à la tante, ce côté masculin et féminin de la tante, je veux dire, ça appelait assez naturellement, je veux dire, un traitement structuraliste au sens très, je donne au mot structuraliste un sens très réduit, c'est simplement on peut parler peut dire qu'on fait du structuralisme, et je n'ai pas fait d'autre structuralisme, quand, lorsqu'on a à rendre raison d'un ensemble de données, on considère que ce qui est significatif, c'est les relations. Hein, les relations au moins autant que les éléments eux-mêmes. Bon. Et de fait, bon, j'ai eu le souci de mettre en relation beaucoup de choses les unes avec les autres. Peut-être trop, et même sûrement trop. Par exemple, bon, il y a ce fait remarquable que bon, la tente, qui est globalement un domaine féminin, d'ailleurs on dit de la femme qu'elle est la gardienne de la tente, Tamadil Tnahan, a son versant plutôt masculin malgré tout et son versant féminin, donc doublement féminin, c'est le versant féminin d'un domaine féminin. De surcroît, on se fait remarquable que le versant masculin est plutôt néfaste, exposé à la malveillance des calosouphs, des esprits, et le côté féminin et le côté faste, enfin bon, faste, je veux dire, c'est le côté chercher de baraka, évidemment, pour une femme, mettre au monde un enfant, c'est manifester la présence de la baraka, enfin de la bénédiction divine. Alors, je me suis battu les plans dans ma thèse, ça c'est le côté vouloir trop mettre les choses en relation, pour rendre raison de ce fait remarquable que le côté masculin est aussi le côté néfaste. Alors, il y a des constructions et des développements dans ma thèse qui veulent rendre raison de ça, alors que je dirais maintenant, surtout après avoir beaucoup lu Bourdieu, enfin que les gens n'ont pas en tête, dire, les gens peuvent dire ceci à un moment, cela à un autre moment, ça ne veut pas dire qu'au moment où ils disent cela, ils ont en tête ceci. Dire, ils n'ont pas, je veux dire, bon, par exemple, au moment du mariage, le fait qu'il y a un versant masculin, un versant féminin de la tente se manifeste. Bon, les époux n'entrent pas dans la tente par l'ouest. Mais, alors c'est d'abord le marié qu'on fait entrer par le sud. Alors il est obligé d'entrer en quatre pattes, hein, parce qu'il y a une poutre. Hein, il entre à quatre pattes, par le nord, pardon, par le nord, bien sûr, par le côté masculin. Bon.
Et la mariée, elle est portée, elle n'entre pas à quatre pattes, elle est portée par les vieilles, par le sud. Donc là, impeccable, au moment du mariage, il est manifesté que le sud est le côté féminin, le nord le côté masculin. Ah oui, mais je voulais qu'il y ait une raison, expliquer le fait que le côté par lequel entre le marié, c'est aussi le côté néfaste. Mais peut-être que les gens, au moment du mariage, ils n'ont pas ça en tête. Bon, peut-être que je veux dire, j'ai trop voulu en faire. Parce que il se trouve quand même que ces esprits, ces Kalosouf ou El Djinnen, ils ont autre chose de remarquable. Et ça, je l'ai appris, et ça, je me souviens que j'ai pris ça comme presque un coup dans le ventre. Et après un an de séjour, j'étais pas chez les Iberdianan, la tribu roturière où j'ai fait l'essentiel de mon terrain, ni chez des forgerons. On avait fait, avec Moussa, donc mon guide, on avait été passer quelque temps, plus au sud, dans la tribu noble, la tribu qui régentait la confédération des Kelferwan. Je m'étais dit, il faut que ce soit exhaustif, il faut que j'aille quand même voir les nobles. Bon, j'ai passé quelque temps chez eux. En fait, je me suis un peu ennuyé parce que les nobles, ils sont comme on peut s'attendre à ce qu'ils soient. C'est des gens extrêmement réservés, très délicats, mélancoliques, vivant dans le souvenir de leur grandeur passée. Et ça n'avait pas le côté très joyeux, parce que souvent très joyeux des forgerons, ou même des esclaves, enfin, et côté plus détendu des roturiers. Là, il y avait quelque chose de très compassé. Bon, donc là, j'ai passé quelque temps parce qu'il fallait, mais vrai que je ne me serais pas éternisé. Bon, surtout que j'avais déjà un certain nombre d'éléments à l'époque. Bon. Ceci étant, je me suis quand même lié d'amitié avec celui qui était et qui est toujours, il est toujours vivant, il doit être très vieux aujourd'hui, qui était le chef de la confédération des Kelferouan, Borra, Abou Hamid, on le surnommait Borra, qui était un homme d'une grande finesse. C'est vrai qu'il y a un raffinement touareg. Enfin, bon, lui était, bon, il a gentiment répondu à mes questions, ou bien fait venir des gens pour répondre à mes questions. Je veux dire, c'était quand même un personnage important. Bon. Et avec une délicatesse même dans sa manière. Je savais que chez certains Touaregs, notamment de la noblesse, mais même les roturiers, il y a un maniement des mains, enfin, leur délicatesse se voit. Et se voit aussi dans leurs paroles, parce qu'il y a une manière de parler. Ça, j'ai compris petit à petit. Quelqu'un de bien élevé ne dit pas les choses trop abruptement. Il y a une figure, il y a un mot qui désigne une figure qui est la tangalt. Tangalt, ça désigne une manière de parler, mais c'est Ungol, ça veut dire gris, enfin pénombreux. C'est pas noir, noir ça serait Kawalan. On dit les choses avec Tangalt, entre les deux. Et très souvent, je me trouvais balourd, enfin, par rapport aux Touaregs dans leur manière. J'essayais de faire de mes efforts parce que j'avais pris plaisir à parler cette langue, mais j'étais quand même un peu lourd par rapport à eux, quelque effort que je fasse. De temps en temps, j'arrivais à faire, et disaient, oh, tu parles Touareg, toi. C'est pas que j'avais dit un mot compliqué, c'est que, j'avais parlé très en demi-teinte, mais ça m'arrivait pas très souvent. Bon. Donc, malgré tout, Bora et les nobles, mais ça déteignait aussi sur les roturiers. Il y avait ce souci de la parole mesurée. Bon. En demi-teinte. On dit ce qu'on a à dire, on le dit, ça on le dit. Pas trop clairement. Et donc, quand j'étais, ce séjour que j'ai fait dans la tribu noble, les Irawatan, le nom de la tribu c'était les Irawatan, la tribu noble des Kelferouan, donc je dis sur quoi je parle, oui, là, il y a les Kelsouf, donc les esprits, et là, une vieille, parce que c'est drôle, les gens sont dans l'understatement, dans la tangalt, mais il y a des vieilles qui ont pas leur langue dans leur poche. Une vieille qui me dit, ah, tu t'intéresses au Kelsouf? Oh, va passer cette nuit près du cimetière, tu verras tous les Kelferouan. Et c'est vraiment, tous les Kelferouan vont venir à toi. Akedasin Kelferouan kullu. Et là, alors là, lourd, vraiment lourd, comme un kafir peut l'être. Hein. Je dis, pourquoi les Kelsouf, c'est les morts? Elle a aussitôt mis son voile, les femmes ne sont pas voilées, elle a mis son voile, j'ai rien dit. Mais, alors ça c'est énorme, quand on est ethnologue, on regarde, parce que les gens n'arrêtent pas d'en parler des Kelsouf, hein, dans lesquels on doit se protéger, puis voilà, tout d'un coup, quelqu'un me dit, c'est les morts. Alors c'est vrai que dans mon livre, le fait qu'on dise
à l'occasion, et on le dit, lesquels souffrent sont les morts, jouent peut-être un rôle un peu trop grand. C'est-à-dire, c'est quelque chose qu'on dit. C'est pas un dogme, c'est pas un article de foi. Enfin, je veux dire, euh, on le dit. Bon. Mais dans mon livre, ça a pris quelque chose, ça prend un statut plus rigide que ça n'a dans la réalité. Bon. Alors du coup, j'avais fait toute une construction pour dire, ben, l'homme, il entre du côté des morts. Bon, enfin, peu importe ce que j'en ai dit, mais bon, bon, je m'étais soucié d'interpréter des choses qui n'avaient pas à être interprétées. Bon, bon. Donc du coup, quand j'ai fini ce livre, où moi, je crois encore aujourd'hui qu'il vaut par son apport ethnographique, hein, et par certaines par la partie la plus mesurée des interprétations, la mise en relation de ceci ou de ça. Oui, d'accord, je ne vais pas le renier. Bon, quand même, j'avais le sentiment que j'avais poussé la cohérence trop loin. C'est-à-dire, le genre de choses que j'avais appris à faire avec Daniel de Copé, je l'avais fait, moi, avec la lourdeur d'un mathématicien qui veut démontrer des théorèmes. Bon. Et donc, même dès avant sa publication, parce que ça a été long, bon, c'était long, je me souviens encore, euh, attendez que je... C'est à Pâques 85 que j'apporte le manuscrit. Il n'y avait pas encore de clé USB à l'époque. J'apporte le dactylogramme à Louis Dumont. Donc voilà mon livre. Car ce livre a paru dans une collection dirigée par Louis Dumont. Bon. Où nous avons tous, hein, dans l'équipe là, de Daniel de Copé, où nous avons tous André Itéanu, Cécile Barrault, Raymond Jamous. Cécile Barrault, bon, qui est la compagne, qui a été la compagne de Daniel de Copé, est mort. D'André Théanu a écrit un beau livre hein, sur une société indonésienne, un livre plein de finesse, très délicat dans l'écriture. On a tous publié là-dedans. Donc on apparaissait aux yeux du public comme les Dumontiens. Il faut dire un mot de ce que c'est. Je crois que ça a un intérêt sur la sociologie de la recherche française à l'époque. Louis Dumont, je pense que c'est quelqu'un qui a été structuraliste d'une manière très cohérente. Euh, euh, je pense que je ne sais pas si lui aurait accepté qu'on dise structuraliste, encore que si, et ça, il l'est dans son grand livre, c'est un livre magnifique, Homo Hierarchicus, son livre sur les castes de l'Inde. Il est structuraliste en un sens très précis, et d'ailleurs, il utilise le mot structure, ça apparaît dans le chapitre 2 de son livre, ça, je sais que je l'ai enseigné, ce chapitre, et bon, le chapitre et le suivant, hein, qui sont les chapitres les plus, alors assez matheux. Louis Dumont, et ça, je crois que c'est pas avait fait des études de mathématiques, avait envisagé d'entrer à l'école polytechnique. Puis il n'a pas fait, il a un jour quitté sa famille en claquant la porte, mais son destin c'était d'être polytechnicien comme l'était son père. Il a donc fait des classes préparatoires, il avait, bon, ça se sent d'ailleurs dans son livre, notamment dans ce qu'il a fait sur la parenté, enfin, où sa parenté en réalité, il est beaucoup plus rigoureux que Lévi-Strauss. Sur des passages, des domaines qui appellent un traitement algébrique. Et il l'est admirablement. Ce qu'il a fait sur les carrieras, hein, c'est des gens d'Australie et sur la parenté indienne, c'est parfait. Euh, d'une rigueur parfaite. Et d'une rigueur justifiée. Parce que là, l'approche structuraliste et cette forme particulière d'approche structuraliste qu'est l'écriture algébrique, elle est parfaitement justifiée et particulièrement efficace. Bon, là, il démontre ce qu'il a à démontrer. Et dans Homo Hierarchicus, tout au moins dans les premiers chapitres où il pose sa structure, il l'est tout à fait, parce que ce qu'il montre, c'est que les castes, on ne les comprend que comme un ensemble. Les castes se présupposent les unes les autres. Hein. Les brahmanes, les castes supérieures, ont besoin de rester purs pour accomplir le sacrifice, qui est leur fonction, enfin accomplir les actes religieux qui sont leur tâche. Mais la vie humaine, la vie organique, crée constamment de l'impureté. La naissance, la mort, les menstrues des femmes, etc. Donc l'impureté, elle est toujours là, je ne peux rien y faire. Bon. Donc, il faut... Et en Inde, et dans toutes les sociétés, il y a ça. En Inde, les intouchables, les castes les plus basses, leur tâche, qui est d'abord une tâche religieuse, c'est de gérer l'impureté à laquelle tous ont à faire face. Donc en fait, le brahman présuppose l'intouchable. Il faut que l'intouchable soit impur hein, et méprisé pour que le brahman puisse être le brahman et faire son travail de brahman. Bon, voilà l'équation de base. Et puis après, ça se complique petit à petit et apparaissent toutes les castes. Bon.
après, dans le chapitre suivant, vient une complication supplémentaire du fait qu'il faut quand même faire sa place au pouvoir. Bon, le roi, il est un peu en dehors de la pureté, donc il y a donc le souci de la pureté qui est global, et puis le souci du pouvoir qui vient à côté, qui trouble un peu ces équations. Mais c'est vrai que ça me fait vraiment penser à ce qu'on peut avoir en faire en physique, où on a comme ça un phénomène complexe, du fait qu'il y a deux influences, hein, une influence qui est la plus importante, puis quelque chose d'autre qui vient troubler. Bon, il faut arriver à repérer les influences et à dire, ben voilà, c'est l'interaction de ces deux choses-là. De ce point de vue-là, son livre est parfait. Et c'est un modèle d'écriture structurale, hein, bon, euh, et un modèle d'écriture anthropologique trop court. Hein, de ce point de vue-là, c'est un livre que j'aime beaucoup et que j'ai beaucoup rabâché à mes étudiants. Surtout qu'en plus, euh, enseigner les mathématiques, puisque je l'ai fait pas mal, il a fallu que je le fasse, bon, déjà à l'époque où avant que j'aille sur le terrain, il fallait gagner ma vie. Puis après, avant que j'ai mon poste au CNRS, j'ai fait beaucoup d'enseignements en mathématiques. C'est assez facile à enseigner les mathématiques. Je veux dire, ça clac, 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 clac. Je veux dire, une fois que bon, les choses s'enchaînent assez bien, c'est clac, 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 ça avance tout seul. Et enseigner du Louis Dumont, vu que c'est en tout cas le début d'Homo hierarchicus, c'est tellement mathématique que j'ai plaisir à enseigner ça. Bon. Euh, donc pour moi, Dumont, c'est essentiellement ça, c'est l'auteur, c'est un grand structuraliste. Et un structuraliste qu'il a été de manière féconde. Bon. Et qui, alors là pour le coup, ce qu'on a appelé structuraliste à l'époque, et je dirais c'était en vogue quand j'ai commencé mes études, là en 75, c'était sur le déclin déjà, mais je ne m'en rendais pas compte, c'était sur le déclin. Mais le structuralisme, c'était un phénomène très parisien, je veux dire, dont je ne sais pas qu'on dit Julia Kristeva est structuraliste, qu'est-ce que ça veut dire, j'en sais rien. Avec Dumont, c'est clair. Et c'est pas très parisien du tout. Je veux dire, bon, c'est pas le genre du bonhomme. Bon. J'ai appris d'ailleurs bien plus tard qu'il avait eu une éducation janséniste. Oui, 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 ça c'est. Celui qui m'a dit ça, c'est. Parce que j'ai passé quelque temps à Oxford avant que j'ai mon poste au CNRS, donc à l'époque où j'écrivais le livre que j'ai tiré de ma thèse, j'ai passé quelque temps à Oxford. J'ai eu un postdoc, on n'emploie pas le mot, et Dumont a enseigné, a séjourné à Oxford, hein, à son retour du terrain dans les années 50. Et il y a quelqu'un qu'il connaissait bien, qui était un homme immense, bon, c'est Gottfried Linhart, qui a écrit un livre magnifique sur une société nilotique, bon, qui est bon. Et c'est lui qui m'avait dit, enfin, mais Dumont, sa mère l'a éduqué, ben, il y a ce côté-là, une espèce de janséniste dans l'écriture. C'est le personnage bon, qui le rend attachant à sa manière, pas très commode dans l'interaction quotidienne. Il m'a toujours très impressionné. Je veux dire que, bon, et j'ai jamais, surtout que j'ai jamais, alors autant Laurent Schwartz, à l'époque où je faisais des mathématiques, ou Lionel Galland, qui est celui qui m'a enseigné au moins la grammaire touareg. C'est des gens pour qui j'ai senti de l'affection. Enfin, Lionel Galland, bon, vraiment, je suis resté lié avec lui jusqu'à sa mort. Il est mort il y a 2 ans. C'était devenu une sorte de vieil oncle pour moi que j'aimais beaucoup, lui et sa femme, qui est morte un peu avant lui. Bon, Dumont ne suscitait pas l'affection. D'ailleurs, je crois pas qu'il a cherché. Bon, j'étais bon. Même si assez curieusement, je me souviens qu'une fois il m'a dit, et je me suis trouvé très désemparé et très surpris qu'il me dise ça, c'était une démonstration d'estime, presque, ou pas d'estime, mais de proximité. Il m'a dit, vous savez, il m'arrive encore de faire des rêves où je regrette de ne pas avoir présenté le concours de l'école polytechnique. Et c'est qu'il a vraiment, c'est en cours d'année, de l'année de préparation du concours, il est parti en claquant la porte. Et alors moi je sais qu'il c'est plus maintenant, pendant longtemps il m'est arrivé de faire des rêves où j'échouais au bac ou des trucs comme ça. C'est des rêves qu'on fait. Et là je me trouvais, il me disait ça, il me parlait comme un polytechnicien. Il m'a dit vous l'avez fait, c'est ça que ça voulait dire. Et j'ai pas eu le toc parce que j'étais pas détendu avec lui de dire vous savez monsieur Dumont, si j'avais pu éviter de faire cette bêtise là, ça m'aurait fait gagner du temps et ça m'aurait pas bon, ça m'aurait évité bien des égarements. Mais bon, c'est assez curieux, c'était presque un aveu de fragilité, comme ça, qui venait. Bon. Mais en tout cas, j'ai jamais été à l'aise avec lui. Et j'ai jamais non plus été à l'aise. Il y a eu bon, une ambition anthropologique générale chez Dumont. Hein, Homo hierarchicus, c'est le début. Est venu après Homo equalis, qui est un beau livre que j'aime beaucoup aussi. Et c'est là qu'on voit le matheux encore. Il y a quelque chose qui est remarquable dans Homo equalis, qui est un livre sur les théories économiques. Hein.
il y a Mandeville, Hobbes, il y a Marx, il y a un chapitre sur Marx. Et il y a quelque chose, vous savez, enfin, on avait à l'époque, j'avais été nourri à ça dans mes années gauchistes, hein, la chute tendancielle du taux de profit. Vous savez, le taux de profit chute, c'est pour ça que la société capitaliste va s'effondrer de sa belle mort, bon, etc. Bon, et lui il démontre, et ça c'est vraiment un travail de matheux, il y a des équations dans Marx, hein, sur les... Bon. Mais il dit en réalité c'est indécidable cette affaire-là, parce que les équations, il y a plus d'inconnus que d'équations dans son affaire. Et c'est des équations linéaires, ce qu'on appelle des équations linéaires, et il y a plus d'inconnus que... Bon, donc il n'y a pas de solution. Il y a soit pas de solution, soit une infinité de solutions. Son affaire est indécidable. J'ai trouvé ça, et je dis c'est presque dommage. Ça a paru en 67, cette affaire. Le marxisme était sur le déclin, enfin, dans l'université. Hein, bon, euh, voilà quelque chose qui aurait été utile 20, 30 ans avant. Enfin, c'est bon, c'est à mon avis le coup le plus mortel sur ce qu'il y a. Bon, Marx est un grand homme, ça fait partie de ces grands penseurs du 19e siècle. Mais Dieu, qu'est-ce qu'on en faisait à l'époque où je veux dire, ce qui se vendait sous le nom de marxisme dans l'intelligentsia, à l'époque où j'ai commencé mes études, et même avant, c'est-à-dire, il faisait peser une chape de plomb. Enfin, c'était bon. Il dit, c'est dommage que, bon, mais ces gens lisaient pas Dumont. Et il sera aperçu que, ah oui, ça colle pas le truc, là, ça marche pas. Il y a des choses intéressantes dans Marx, mais là, non. Bon, ces équations, elles ne marchent pas. Bon. Bon. Donc ça, c'est le côté... je veux dire, c'est vrai que je m'aperçois en parlant que c'est un bonhomme admirable. Mais, et je l'admirais, bon. Euh, euh, tout en étant mal à l'aise avec lui, mais je ne sais pas s'il y avait beaucoup de gens qui étaient à l'aise avec lui. Je ne sais pas, honnêtement. Bon. Par contre, j'ai jamais, enfin, bon, la société indienne, dans ce qu'il en disait, est une société hiérarchique. Et il a fait de la notion de hiérarchie un concept à valeur globale. Bon. Et je sais que mes collègues de l'équipe de Dumont, Daniel Decopé, André Itéanu, utilisaient la hiérarchie dumontienne. J'ai jamais pu entrer dedans. Surtout que c'est... Bon, c'est pas comme ça que je fonctionnais. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui pouvaient m'influencer dans leur manière d'écrire, dans leur... Après tout, à mon modeste niveau, dans mon livre, j'essayais moi aussi de mettre ma société globale, je veux dire de faire une architecture, ma société, la globalité de ce que je savais sur les Touaregs, d'en faire quelque chose de bien construit comme il l'avait fait pour Homo hiérarchicus. Bon, sur ce point-là, seulement, je me compare à lui, pour le reste, bien sûr, non. Bien sûr, bon, je perds pas la tête. Mais je veux dire, être... trouver sa joie, dire à voir comment quelqu'un construit son affaire, à dire ah ben je vais moi aussi construire mon affaire. Voilà le genre d'influence que j'ai pu ressentir avec Dumont, avec Lévi-Strauss aussi, etc. Mais prendre un concept et dire né là, qui est né dans l'Inde, hein, malgré tout, qui est né dans l'Inde et qui je veux dire, qui est très productif. Hein, je veux dire, ce que Dumont fait de la hiérarchie dans l'Inde, l'hiérarchie comme étant distincte du pouvoir, hein, comme étant gradation de dignité et pas, je veux dire, les brahmanes sont au plus haut de la dignité et n'ont pas le pouvoir. Transposer ça ailleurs, ça m'intéressait pas. Du coup, j'étais un peu en porte-à-faux dans cette équipe que j'ai fini par quitter. Bon, dans des circonstances peut-être un peu regrettables, mais c'est la vie que j'ai fini par quitter, qui me mettait en porte-à-faux dans cette équipe, où malgré tout, j'ai grandi. Hein, je veux dire, j'ai fait mes années de post-doctorat, comme on dirait aujourd'hui, je l'ai fait au sein de cette équipe à qui je dois ça. Enfin, cette équipe et à Dumont.